vous commencez à avoir les petits yeux, donc félicitations à vous parce que c'est enthousiasmant d'être parmi vous. Donc la première chose. Je vais tenter de partager mon écran. Donc ça fait Vas-y, tu longtemps as que les je n'ai droits. plus utilisé Zoom. Ce que je peux te demander aussi, Audrey, il y a Sylvia qui est là, qui travaille avec moi Ouais. et qui interviendra sur la partie questions-réponses. Si tu sais la mettre comme animatrice Oui, pour qu'elle puisse comme animatrice, je vais faire ça tout de également suite. Sylvia, hein, intervenir. c'est ça? Ouais, Sylvia. Ok, ça marche. Et puis merci déjà énormément à toi d'être là avec nous. Merci pour tout le partage aussi, parce que Shirley a fait partie de ceux qui sont allés faire buzzer tous les réseaux sociaux, comme tous nos intervenants, mais elle a un style que j'adore. Alors c'est pour ça que je lui fais de la pub, mais Merci. donc bravo à toi et merci pour ton engagement. Allez, on y va alors. Alors, je vais aussi demander, je vais prendre comme Kobe, bah, tiens, Pascal, Audrey, Jérôme qui sont là. Si d'autres personnes veulent intervenir, bah, moi j'aime bien que ce soit interactif, donc n'hésitez pas bah, Vas-y. même à m'arrêter pendant la présentation. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. L'idée, c'est d'échanger et de vous amener quelque chose de concret pour votre communication digitale, hein, principalement, mais aussi à l'extérieur. Donc, le titre de la conférence, vous l'avez compris, c'est Activer le oui dans le cerveau de vos clients. Donc, on va parler un petit peu de psychologie et aussi de bah, comment vous allez pouvoir persuader vos clients. Alors, laissez-moi juste une minute parce que ma présentation n'avance pas. Voilà, magnifique, je suis au bon endroit, ça avance. Donc, peut-être d'abord me présenter et présenter également Sylvia qui va pas prendre la parole maintenant, qui prendra la parole ensuite. Donc, qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Ben, c'est j'aide principalement des entreprises qui veulent amener plus de persuasion au sein de leur communication. Alors ça peut être tant sur la partie site web, hein, on va venir améliorer des parcours de conversion, mais peu importe le type de business, c'est vraiment tous les secteurs d'activité, de la petite à la grande entreprise, avec cette particularité de vouloir comprendre l'humain, son fonctionnement, le fonctionnement de sa psychologie, de son cerveau, pour arriver à lui amener ben, les éléments qui vont faire qu'il va simplement passer à l'achat. Vous avez donc Sylvia Camurato qui va intervenir juste après. C'est ma comparse, hein, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Moi, je suis plus sur tout l'aspect stratégie et copywriting, donc tous les aspects de contenu. Et Sylvia, elle, bah, c'est la fée magique qui vous a fait cette jolie présentation et qui va travailler les aspects de design, de neurodesign notamment. On en parlera au cours de la conférence, de bien faire en sorte que les interfaces, le design des interfaces est conversif et persuasif. Alors, si vous êtes inscrit à ce sommet et à cette conférence en particulier, j'imagine que le marketing digital est quelque chose qui vous intéresse. Je ne me trompe pas, faites-moi un petit oui si je ne me trompe pas. A priori, je vois des sourires, donc ça veut dire que ça vous intéresse. Et quand vous avez entendu se activer le oui dans le cerveau de vos clients, vous vous êtes dit, ben tiens, ça veut dire qu'il existe des manières d'influencer les décisions d'achat. Et la réponse est oui, il existe des manières d'influencer les décisions d'achat. Par contre, il n'y a pas de formule magique. Ok, vous avez eu des intervenants qui sont tous des experts, ils vous ont expliqué des techniques concrètes, hein, des méthodologies. Eh ben, c'est pareil avec moi, je vais vous dire, il n'y a pas de formule secrète, il va y avoir aussi beaucoup de travail derrière, mais il y a surtout des savoirs qui sont issus de la science, de la psychologie, des neurosciences, qui vont vous permettre de mieux comprendre votre prospect, votre client, pour l'amener à convertir, à acheter vos services ou vos produits. Ce que je vais vous partager là, c'est complètement applicable si vous vendez des services ou si vous vendez des produits, c'est exactement la même chose. Alors, on va explorer quelques techniques pour activer ce oui, mais la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que toutes les techniques que je vais vous partager, j'ai dit, elles sont pas magiques, hein, même si elles peuvent être efficaces, mais il y a une condition qui est préalable, c'est que le produit ou le service que vous proposez, il doit véritablement répondre à un besoin. Ok, donc ça, c'est vraiment la base. Vous pouvez pas vendre du bullshit, hein, on va dire ça comme ça, n'importe quoi. Sinon, ça fonctionnera pas. On peut mettre toute la persuasion qu'on veut si ça ne fait pas sens auprès de la personne, si le produit n'est pas bien construit, n'est pas construit sur un besoin client, alors ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est vraiment, vous devez amener de la valeur au client, mais a priori, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. D'abord aussi, on va commencer par démystifier une idée qui est souvent répandue. Donc, quand on parle de neuromarketing, souvent les gens se disent, ben tiens, il existe quelque part dans le cerveau un bouton sur lequel on va pouvoir appuyer et puis bam, ça va déclencher l'achat.
La première chose, c'est qu'on va démystifier ça. Il n'y a pas de bouton d'achat au niveau du cerveau. Il n'y a même pas une zone quelconque au sein du cerveau sur laquelle on pourrait spécifiquement aller appuyer pour déclencher l'achat. En vérité, c'est plusieurs zones de votre cerveau qui vont s'activer. Et la toute vérité, c'est qu'aujourd'hui, même les neuroscientifiques ne sont pas encore arrivés au bout de cette histoire-là et n'ont pas encore toutes les réponses. Néanmoins, des recherches vont nous amener à comprendre certains éléments qui vont permettre de favoriser l'achat. Donc, quand on dit activer le oui dans le cerveau de vos clients, prenez ça comme favoriser ce oui. On n'a jamais la garantie qu'il va pouvoir dire oui, hein, il n'y a pas ce bouton d'achat, mais on va pouvoir mettre une série d'éléments en place qui vont nous permettre justement de favoriser la conversion. Alors, en termes de zones ou de parties de nos cerveaux qui sont impliquées dans la décision d'achat, en fait, on peut dire qu'il y a aujourd'hui deux régions principales. Et c'est assez étonnant, si vous regardez là, il y a à la fois le circuit de la récompense et du plaisir qu'on connaît assez bien, je dirais, pour des thématiques qui sont pas fabuleuses, à savoir toutes les thématiques de drogue, hein. Vous savez, quand on parle de jeux et tout, on va aller activer cette thématique du circuit de la récompense. Et bien c'est pareil, dans l'achat, on va aussi aller chercher ce circuit de la récompense et du plaisir qui se matérialise dans notre cerveau par le noyau accumbens et tout le système de production de dopamine. Et d'un autre côté, à la fois, on va éprouver du plaisir à acheter quelque chose. Et assez étonnamment, il y a une autre région de notre cerveau qui va s'activer, c'est la région de l'insula. Et cet insula, à quel moment il s'active? Ben, par exemple, si vous faites du vélo et que vous tombez, bam, vous vous blessez, c'est le centre de la douleur. C'est votre insula qui s'active, vous éprouvez de la douleur. Eh ben, sachez que quand vous sortez votre carte bleue, votre insula, d'un coup, se met en route et vous éprouvez de la douleur. Quand on sait ça, ben on se dit tout de suite, aïe aïe aïe, ça veut dire que mes clients, quand ils arrivent chez moi, ils éprouvent une certaine douleur. Donc tout le jeu, vous en tant que marketeur ou entrepreneur qui crée donc de la communication qui a pour but d'amener les gens à acheter, vous allez tenter de créer une forme de déséquilibre. Et quand je dis déséquilibre, c'est fait exprès. Vous allez faire en sorte que le plaisir éprouvé à obtenir la solution soit plus grand que la douleur que la personne va ressentir lorsqu'elle va payer. Parce que dans tous les cas, vous savez déjà que la personne va éprouver une certaine douleur. Donc là, si vous regardez les petits dessins que je vous ai faits pour vous montrer ce déséquilibre qu'il faut arriver de provoquer, si vous êtes dans le cas où la personne, le produit par exemple, ne répond pas vraiment à son besoin et qu'en plus il trouve que le prix est trop cher, ben, il va éprouver plus de douleur que de plaisir et il ne va pas transiter vers l'achat. Si par contre, on est dans la deuxième situation, où le douleur et le plaisir sont dans une sorte d'équilibre, là, vous avez une indécision sur l'achat et vous pouvez encore, en amenant des arguments, des bénéfices, par exemple, sur votre page de vente, en montrant à la personne en quoi votre produit est vraiment bon pour lui, bah, vous allez pouvoir commencer à faire basculer la balance et on arrive dans la situation idéale où le plaisir est plus important que la douleur éprouvée et à ce moment-là, on peut avoir un achat qui est très probable. À ce stade, tout ça est un petit peu théorique et l'idée, c'est que je vais vous montrer différentes pratiques, différentes méthodes que vous allez pouvoir appliquer à votre communication digitale, hein. Et la première chose qu'il faut se dire, c'est toujours penser, maintenant que vous savez que quelqu'un éprouve de la douleur quand il doit passer à l'achat, c'est de se dire que dans tous les cas, la personne, elle n'a pas spécialement envie de vous acheter. Et si vous partez de cette prémisse, de se dire que la personne, elle ne veut pas acheter, vous comprenez que vous allez devoir la persuader. Et donc, vous allez devoir amener différents éléments au sein de vos pages web, au sein de vos landing pages, votre tunnel de vente, de votre site web, qui vont permettre de persuader la personne. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. La première méthode que je vais vous partager, c'est ce qu'on appelle de communiquer en système 1. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de Daniel Kahneman, hein, qui a reçu le prix Nobel en économie. Et Daniel Kahneman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la distinction entre deux systèmes de pensée, deux vitesses de pensée. En fait, on a une manière intuitive de penser et une manière qui est plus lente, plus logique et rationnelle, qui s'appelle le système 2 et le système 1, mais on va tout de suite faire un petit test, et c'est là que je vais demander à Audrey, à Jérôme, à Pascal, s'ils veulent bien être mes cobés. Oui, oui, pas de Et problème. ce petit test, Vas-y. je ne sais pas qui va prendre la parole, il m'en faut un en principal qui va prendre la parole, qui va faire l'exercice avec moi. Comme tu veux.
Choisis. Mais laissons parler Jérôme. Vas-y, Allez, Jérôme. Jérôme, allez, on met Jérôme pour le faire. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer deux listes de mots différentes, OK? Dans ces mots, vous allez voir des couleurs. Et je vais vous demander pour chacune des listes de nommer la couleur dans laquelle est écrit le mot. Je vous montre un exemple parce que c'est pas si simple à faire. Donc, par Ouais. exemple, je vous montre blanc ici, qui est écrit blanc, mais la couleur dans laquelle c'est écrit, c'est rose, OK? Et donc, Jérôme, ce que tu vas devoir me dire, c'est la couleur dans laquelle le mot est écrit. OK? OK, d'accord. Ça, avec le nombre d'heures de sommeil que j'ai ces temps-ci, ça va être marrant. Oui, j'ai pris la meilleure personne pour faire Ah oui, l'exercice. oui, oui, là, tu vas avoir des Là, résultats. on est pile dans pelleter les nuages, hein, quand même. Voilà. Écoute, Allez, je commence gentiment. Je te fais faire l'exercice. Premier exercice, vas-y, essaye de me dire les couleurs. alors, jaune, orange, bleu, rouge, mauve, rose, vert. Comment c'était difficile? C'était difficile ou pas? Non, ben, il n'y avait pas Non. vraiment de piège, d'après ce que j'ai vu. Ok, allez, on fait le même exercice avec une autre liste. Alors, jaune, orange, bleu, rouge, mauve, rose, vert. Alors, d'abord chapeau avec les heures de sommeil que tu as, chapeau. Mais ce que vous avez entendu, si vous avez fait attention, Jérôme, à chaque fois, il a pris un temps, il a fait et puis mais il a Oh été oui, super vite, le je suis rythme est impressionnée, ralenti, honnêtement. là. Il y avait une hésitation, là. Il y avait une petite hésitation. Ce que ça vous montre là, en fait, c'est que la liste B, elle est beaucoup plus difficile à lire parce que vous devez activer en fait la réflexion, hein. Ça s'appelle l'effet Stroop en fait. Et ça vous montre surtout cette idée de système 1 et de système 2. Donc dans la première liste, le mot et la couleur, c'était cohérent, ok? Et puis dans la deuxième liste, on est venu un peu inverser les couleurs et les mots, ça ne se liait plus entre eux. Et donc tu as dû activer ton système 2 et amener de la réflexion logique, faire une reprise de conscience en quelque sorte et te rendre compte que tu devais réfléchir pour pouvoir donner la bonne réponse. Donc on a deux systèmes de pensée. Système 1, un système rapide. Système 2, un système qui est plus lent. Dans le système 1, en fait, c'est quelque chose d'automatique. Et on va pouvoir venir utiliser les émotions pour venir prendre des décisions. C'est quelque chose que vous formez au quotidien. Vous avez créé des routines au sein de vos cerveaux qui vous permet quelque part de vous décharger cognitivement. Vous ne devez plus trop réfléchir quand vous faites une série de choses. À l'inverse, le système 2, lui, c'est un système d'analyse qui va venir impliquer la logique et qui va demander à ce que vous rentriez dans une réflexion quand vous prenez des décisions. Si on résume, et je vais donner des exemples pour que ce soit beaucoup plus clair, pardon, quand vous êtes en système 1, donc dans ce système rapide, vous allez réfléchir de manière intuitive, sans effort, de manière inconsciente également, et c'est de là souvent que naissent les stéréotypes qu'on a tous, hein. Ça vient de ce système 1. Typiquement, quand vous faites les actions de vous coiffer ou de vous laver le matin, en général, ça vous arrive peut-être, vous prenez votre douche et d'un coup, vous vous souvenez même plus si vous vous êtes savonné ou non. Eh ben, c'est parce qu'on est en système 1 et qu'on réfléchit pas. Pareil, vous conduisez sur l'autoroute, d'un coup, vous vous dites, oh bah tiens, j'ai fait 20 km, je me suis même pas rendu compte que les 20 km, ils étaient passés parce que vous êtes en système 1, vous faites ça de manière inconsciente. Système 2, à l'inverse, on est donc dans un système beaucoup plus lent où on va faire de l'analyse, on va devoir faire un effort aussi parce qu'on va devoir réfléchir à ce qu'on fait et le système, il est plus conscient et logique. Typiquement, si vous passez un examen, vous avez connu ça à l'école, quand on passe un examen, ben, on ne peut pas le faire en système 1, sinon les points, ça va pas être terrible. Quand on conduit en ville, ça c'est intéressant de regarder l'opposition entre le fait de conduire sur l'autoroute qui est en système 1 et le fait de conduire en ville qui est en système 2. Pourquoi? Bah parce que si vous êtes à Paris, que vous avez un scooter d'un côté, un vélo de l'autre, une autre voiture qui arrive, puis un piéton qui est en face, bah vous êtes obligé de réfléchir et de faire très très attention à la situation qui est en face de vous. Alors pourquoi je vous parle de tous ces systèmes 1, système 2? Ben, c'est parce que ça présente un intérêt super important pour la communication et j'ai envie de vous dire que si vous retenez que cet élément-là de la conférence, vous aurez déjà tout gagné pour votre communication. C'est le fait que quand on va communiquer en système 1, et c'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est de passer en système 1 dans toutes vos communications, vous allez aller éveiller des réponses inconscientes auprès de votre client, auprès de votre prospect en fait. Pourquoi? Parce qu'on va aller travailler sur les émotions qui sont inscrites en vous et qui vont directement s'activer. Et donc, vous parlez en fait, en gros, directement au cerveau grâce à ce système 1. On va reprendre un autre petit exemple, et là je vais vous demander également de me dire ce que vous pensez et
mes trois comparses vont pouvoir intervenir avec moi. Je vais vous présenter une étude en fait qui a été faite, hein. C'est une vraie étude, sauf qu'on l'a traduite et que c'est pas nécessairement la manière dont c'était présenté, mais le principe de base est là. Donc il y a des neuroscientifiques qui se sont intéressés à deux versions textuelles d'une publicité entre guillemets, puisque là on parle d'un organisme qui veut récolter des dons pour l'Afrique en fait. Et dans la version A, ils vont présenter ce texte et c'est présenté à des étudiants. Donc vous allez voir, ça va avoir une importance parce qu'après on va parler de montant de conversion. Dans la version A, ils vont présenter le texte qui dit la pénurie alimentaire affecte 3 millions d'enfants au Malawi, 3 millions de Zambiens, 4 millions d'Angolais, 11 millions d'Éthiopiens. Ok, donc là, vous avez beaucoup de millions de personnes qui souffrent de la pénurie alimentaire. Et puis, ils vont également présenter à un groupe une version B où il est écrit, elle s'appelle Rokia, elle est malienne, elle est âgée de 7 ans, elle est pauvre et elle a faim. À votre avis, laquelle des deux versions a le mieux fonctionné, a récolté le plus de dons? La version A ou la version B? Clairement la Moi, B. je dirais B. Clairement la B. Ok, on va vérifier, je vais vous montrer les résultats. Donc là, on vous l'a imagé. En fait, là, ce qui se passe, vous avez raison, hein, je vous le dis directement, ça va être la B. Ce qui se passe, c'est que dans la première version, on va parler de 20 ou 21 millions de personnes. Et on va demander à l'audience qui est là en face de devoir se figurer ce chiffre. Et 20 millions de personnes, 21 millions de personnes, c'est énorme. C'est quelque chose, ça semble une masse face à soi. On doit d'un coup activer toute notre pensée pour pouvoir se le représenter. Par contre, si on prend la version B où on parle de Rokia et on l'incarne dans une personne, dans une jeune fille, une jeune malienne âgée de 7 ans qui est pauvre et qui a faim, eh ben, on va passer en système 1. On est dans une version très 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 simple parce qu'on vous raconte une histoire et c'est aussi toute l'importance du storytelling et c'est pour ça que ça marche si bien le storytelling. C'est parce qu'on simplifie le discours, on crée une histoire et d'un coup, vous pouvez entrer en empathie avec Rokia. Vous êtes capable de vous figurer, dès qu'on vous parle de Rokia, vous la voyez dans votre tête. Vous ne la connaissez pas, mais vous avez une image de cette personne. Et donc, si vous pouvez entrer en empathie avec elle, vous pouvez éprouver des émotions. Si vous éprouvez des émotions, vous avez des réactions inconscientes et vous avez envie d'aider Rokia qui est là en face de vous. Alors concrètement, hein, ils ont chiffré ça et c'est assez impressionnant en termes de dons ce qui s'est produit. Vous voyez que dans la version A, quand ils ont demandé les dons aux étudiants, ils ont obtenu 1,14 $. Donc dans la version qui était en système 2 la plus complexe, ils ont 1,14 $. Par contre, dès qu'on présente la version B, qui elle est beaucoup plus simple et permet d'entrer en empathie, on obtient des dons de 2,38 $. Ce qui veut dire quasiment le double. Imaginez si aujourd'hui vous simplifiez les textes de votre site et que ces textes sont pertinents, qui permettent d'éveiller des émotions, ça veut dire que vous êtes en capacité, avec simplement un changement de copywriting, de pouvoir doubler les montants récoltés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont été un étage plus loin dans les tests qu'ils ont faits. Ils ont essayé de mettre à la fois la version A et la version B en même temps présentées aux gens. Et ils ont récolté un petit peu plus que les 1,14 ici. Ils ont eu 1,43 $. Mais on voit que la version B reste là meilleure. Donc, ce que ça veut dire en pratique pour vous, qu'est-ce qui est intéressant de faire? C'est d'appliquer ce qu'on appelle la méthode KISS. Vous l'avez sans doute vu, c'est souvent ce qu'on applique en copywriting. On essaye d'être keep it simple, stupid, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc vous essayez d'être le plus simple possible dans votre communication, dans les mots que vous utilisez, dans la forme que vous empruntez aussi. Le but de KISS, c'est quoi? C'est de rendre les contenus faciles à comprendre et aussi accessibles. Les gens doivent pouvoir, même s'ils n'ont pas votre vocabulaire, comprendre très très vite de quoi il s'agit. Alors en pratique, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir, si vous avez plusieurs mots qui se présentent à vous, vous allez choisir les mots qui sont les plus courts, les mots qui ont le moins de syllabes. Et vous savez, quand on écrit des textes, ce qui est intéressant, et moi je le fais toujours quand j'écris une page de vente, je vais la lire à haute voix. Et si vous butez, par exemple, sur un mot, un des conseils les plus pragmatiques, c'est que si vous butez, ça veut dire qu'il faut changer de mot. Ok, sauf si vous êtes très très fatigué, comme peut l'être aujourd'hui Jérôme, mais il n'a pas buté sur un seul mot, donc c'est que les mots étaient assez simples. Donc la règle, vous choisissez les mots les plus courts avec le moins de syllabes. Ensuite, le but, c'est de raccourcir au maximum ces phrases. Ok, on va traiter
une seule idée par phrase. Dans vos posts sur les réseaux sociaux, ça va particulièrement être utile. Dès que vous avez une phrase à la Voltaire ou à l'allemande qui fait plusieurs lignes, si vous dépassez 2 ou 3 lignes, vous coupez. Même si à l'école on vous a appris à faire l'inverse, c'est pas grave, vous coupez directement, vous passez à la ligne, quitte à faire des fautes de français, à mettre une virgule, passer à la ligne, recommencer avec une majuscule. Sur le web, c'est autorisé, on oublie ce qu'on a appris à l'école. Une autre règle aussi, c'est de ne pas utiliser d'adverbes. Donc, tous les petits mots que vous avez en ment qui terminent par ment, ben, vous pouvez aussi les enlever. On a aussi tendance, surtout en français, à mettre beaucoup d'adjectifs. Ben, on peut aussi les enlever et surtout aérer les textes. Éviter le jargon. De manière générale, si par exemple, là je vous ai mis l'exemple d'utiliser le mot berline, hein, si vous vendez des voitures, vous pourriez avoir l'envie d'utiliser le mot berline. Ben non, privilégiez un mot simple qui est le mot voiture, que tout le monde va comprendre et donc vous donner accès facilement à votre contenu et les gens vont du coup pouvoir plus s'y engager, s'y intéresser. De manière générale, donc on évite le jargon. Je vais quand même faire une remarque ici parce que souvent on peut lire sur les réseaux que Kiss, bah, il faut s'adresser à quelqu'un comme à un enfant de 6 ans. C'est pas ça qu'il y a derrière Kiss, ok? Il faut essayer d'adopter le vocabulaire qui est le plus proche de votre persona, de votre client idéal. Et donc, si vous parlez à un public, par exemple, d'académiciens, bah, vous allez pouvoir mettre du jargon parce que justement, ils vont se sentir privilégiés, faisant partie d'une communauté d'experts. Dans ce cas-là, c'est pertinent. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de toujours relire votre travail parce que quand on a passé une bonne nuit après avoir écrit un texte, le lendemain, son texte semble toujours un peu différent, d'où l'idée de ne pas travailler en dernière minute. Voilà, je vous montre quelques exemples avec mes posts sur LinkedIn. Donc, on a appliqué cette stratégie à nous-mêmes, hein, ce qui nous a permis, ben, sur quelques mois, de très très vite décoller. Vous voyez que c'est beaucoup de bon sens, hein, c'est de couper ses phrases, de bien aérer son texte, d'utiliser aussi des emojis qui vont pouvoir amener de l'émotion au sein d'un post. Donc là, voilà un deuxième exemple, je passe assez vite. Mais ce qu'il faut retenir ici, la première chose, c'est de toujours communiquer en système 1, d'adopter la simplicité pour que votre message puisse être facile et simple à comprendre par le public. La deuxième méthode, c'est d'éveiller les émotions, de toujours éveiller les émotions pour aller chercher cette fameuse réaction inconsciente dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le cerveau humain, vous avez de la chance, il a été fait de manière à ce qu'il traite toujours les émotions de manière instantanée et intuitive. Donc, vous allez toujours avoir une réaction à une émotion. On va refaire un petit test, et donc je vais demander de nouveau à mes comparses de jouer le jeu avec moi. Je vais vous montrer des images et vous allez me dire spontanément l'émotion qui vous vient à l'esprit. On y va? Oui. Ouais. La joie. Joie. La joie, ok. Vous êtes plutôt dans le bon. Si vous m'aviez dit une autre réponse, je vous aurais dit qu'il était peut-être opportun d'aller voir quelqu'un. La joie, c'est correct, ça a été montré hein, que les gens qui répondent à côté peuvent avoir des troubles de psychopathie. Donc voilà, je suis très Bien contente. grave, La la pression monte. Donc c'était bien la joie. Allez, on recommence, on va réessayer. Colère. 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 La colère, tout à fait. Donc vous voyez que ce sont des réponses que vous avez assez instinctivement. Ça vient tout seul. C'est votre système 1, en fait, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est activé. Et l'avantage que vous allez avoir quand vous suscitez une émotion comme ça, et notamment dans vos posts sur les réseaux sociaux, ça peut être particulièrement intéressant dans votre site aussi, c'est que vous allez avoir immédiatement l'attention. Ok? Donc c'est là où on voit en fait la différence entre des posts où vous allez avoir beaucoup de likes dessus et des posts qui font pas du tout réagir, c'est que il faut qu'il y ait une émotion qui se déclenche. Ça va nous faire réagir sans même qu'on réfléchisse. L'émotion, elle va aussi déclencher une intention. Pourquoi? Parce que quand vous créez une émotion, quand vous véhiculez une émotion à travers vos textes ou vos images, bah, vous allez créer un lien émotionnel. Et ce lien émotionnel, bah, dès que vous êtes attaché à quelqu'un, bah, vous allez avoir envie d'agir. Et c'est ça vraiment qu'on va essayer de provoquer à travers toutes les interfaces, tous les posts qu'on va créer. Ici, je voudrais aussi faire un petit point d'attention parce que déclencher une émotion, on peut travailler sur la peur comme on peut travailler sur la joie et plein d'autres émotions, on va y venir. Mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est toujours de travailler sur des émotions positives. Alors, il faut distinguer différents éléments dans votre communication.
Pour pouvoir attirer l'attention, vous pouvez très bien travailler sur une émotion négative comme la peur, hein, ça va permettre d'accrocher l'émotion. Mais sur le long terme, pour avoir un business qui est durable, moi je vais vous inviter à travailler sur l'émotion positive parce que c'est ce qui mettra l'image la plus marquante et durable pour votre public. Donc ça va être vraiment important. Et l'idée, c'est d'associer le fait de venir consommer votre produit, votre service, comme un soulagement. La personne doit éprouver une sensation positive au fait de venir consommer chez vous. Donc, d'où l'intérêt vraiment, je le dis encore, d'aller vers l'émotion positive. Aussi parce que l'émotion positive, c'est lié à cette fameuse dopamine qui est créée dans votre cerveau et d'où va naître le plaisir. Et on l'a vu en début de conférence. Le plaisir au-delà de la douleur, c'est ce qui fait que les personnes vont acheter. Alors, si ça vous intéresse, un neuroscientifique qui a beaucoup thématisé ça, c'est Antonio Damasio, qui a des très chouettes bouquins à ce sujet du rôle de l'émotion dans la prise de décision. Pour ceux d'entre vous qui parfois se demandent quand ils écrivent leur post ou un autre texte pour le web, sur quelle émotion ils peuvent jouer, bah, sachez qu'il y a une roue qui existe ici, qui a été faite par Robert Plutchik, et qui vous permet de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais travailler quelle émotion dans mon texte, et vous pouvez aller là, en choisir une. Et c'est ce qu'on va analyser à travers différentes publicités qui ont travaillé ces émotions. Alors si on commence d'abord par l'émotion de la fierté, qui est une émotion de la valorisation, fierté, hein, c'est la même chose dans ce cas-ci, vous allez essayer de déclencher la reconnaissance, le mérite au sein de vos campagnes publicitaires, et je vais directement aller à l'exemple. Un slogan super court, super connu, vous le connaissez tous, parce que vous le valez bien, L'Oréal. Pourquoi ce slogan et pourquoi cette marque marche si bien? Ben, c'est parce qu'elle va renforcer l'estime de soi avec une phrase toute bête, vous voyez, très courte, concise. Tout de suite, on se sent valorisé. Une autre marque aussi dans la cosmétique, Dove, où là, ils vous mettent en avant des vraies femmes, pas des mannequins. Donc, on va valoriser le fait d'être différent. Et cette marque, ben, elle a forgé ces 20 dernières années toute sa communication là-dessus. Elle est reconnue. Les clients de Dove, bon, créent un lien émotionnel à la marque. Ils veulent être valorisés, reconnus. Il y a une autre émotion qui est très commune, hein, c'est la surprise et la curiosité. Là, on va aller justement titiller cette curiosité, faire en sorte que la personne va avoir un intérêt. On va créer une forme de suspense. On va inciter les gens à venir explorer. Et typiquement, on va pouvoir utiliser ça dans le teaser de nouveaux produits quand vous faites des lancements de vos formations en ligne, par exemple, ou quand vous faites un post un peu énigmatique. Ça va donner envie à la personne de poursuivre plus loin. Si je prends un exemple d'une marque super connue, typiquement d'Apple, ils sont capables de vous faire ce slogan en disant Restez à l'écoute, quelque chose d'incroyable arrive. Et rien que cette petite phrase-là, chez Apple, va déclencher le fait que les gens vont commencer à vouloir s'inscrire, à vouloir voir quelle va être la nouveauté d'Apple. Après aussi, ça me permet de vous faire une remarque en communication. Il y a toujours une question de notoriété, hein. On l'a abordé avec Alexis dans sa conférence. Euh, on ne peut pas communiquer de la même manière quand on est au jour 1 de son business comme quand on est Apple ou Amazon ou Zalando. On ne communique pas de la même manière. Donc, on va toujours amener de l'émotion. Toutes ces marques amènent de l'émotion. Et même si vous êtes un indépendant qui commence, il faut pouvoir amener ces émotions. Mais se rester à l'écoute, quelque chose d'incroyable arrive. Ça va pas avoir le même impact si vous commencez sur les réseaux sociaux et que vous avez 10 abonnés que si vous êtes Apple, qui est une marque installée. Donc, il faut pouvoir le doser et l'amener aussi au bon moment d'un parcours client. Un autre exemple fabuleux, je ne m'entends plus péter. Vous passez dans la rue, vous voyez ça, vous ne faites qu'une seule chose, c'est regarder cette publicité parce que vous ne comprenez. Elle n'est pas très élégante, on est d'accord, on va s'accorder là-dessus, mais elle capte votre attention. Certes, elle stéréotypie, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais un certain public, mais elle fonctionne. Elle va attirer votre curiosité. Un autre exemple encore d'émotion, c'est l'accomplissement. Donc, on va aller travailler là sur des déclencheurs comme le fait de s'améliorer, d'évoluer, de se surpasser. Typiquement, vous allez avoir des campagnes de développement personnel. Je sais qu'il y a pas mal de coachs qui sont parmi le public de ce sommet, donc ça peut être intéressant. Je vous montre un exemple d'une marque super célèbre aussi, Adidas, qui va simplement vous dire repoussez vos limites. C'est typique dans les marques de sport. On va aller travailler un discours émotionnel où on va pousser les gens à se dépasser, à être les meilleurs, parce que la marque va être achetée pour pouvoir atteindre ce fait de repousser ses limites, de devenir le meilleur.
Un autre exemple ici, qui est plutôt dans la reconversion professionnelle. Et donc là, on vous montre cette personne qui est heureuse et qui a fait un effort et qui est arrivée et qui vous dit, le plus dur, ça a été d'y croire. Et en 3 secondes, vous avez vécu l'émotion, la même émotion que cette personne. Si vous êtes dans le cas d'une reconversion professionnelle, bah, vous avez également envie aussi d'y aller. Donc, les émotions permettent de capturer très rapidement l'attention et de créer une connexion profonde à la marque. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Posez-vous la question pour vous-même, comment moi, demain, dans mes posts, dans mon site web, je vais pouvoir éveiller ces émotions pour créer un lien émotionnel avec mon public. On va mettre en pratique ces deux méthodes. La première exemple que je vais vous montrer, c'est simplement sur une phrase. Regardez, parce que je sais qu'on est nombreux maintenant à utiliser ChatGPT et je le fais aussi. On a tendance à demander à ChatGPT de nous écrire des phrases et, euh, et à les utiliser. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu tous à égalité puisqu'on a tous accès à ce type d'intelligence artificielle. Donc il va nous écrire des phrases sympas, certes, pertinentes aussi, mais pas toujours qui éveillent des émotions ou qui sont facilement accessibles. Donc dans le premier exemple, la version A, c'est découvrez notre café bio, soigneusement sélectionné pour ses nuances subtiles et sa richesse aromatique, qui vous garantit une expérience matinale unique. Et la version B, ça va être réveillez votre journée avec la pureté et la douceur de notre café bio. Je suis sûre que vous le ressentez directement quand je le lis, mais si on prend la version 1, elle est super longue. Même moi, à la lire, c'était un peu long. Donc elle va être longue, complexe, et c'est typiquement le genre de phrase que va vous sortir ChatGPT, sachez-le. Donc méfiez-vous de ChatGPT. Donc c'est trop long, c'est complexe, ça demande d'activer le système 2 et du coup les gens vont vite se désintéresser de votre contenu quand vous utilisez ce type de phrase. Par contre, la version B qui est assez courte et qui directement utilise un verbe qui va dire réveiller votre journée et on va sentir là quelque chose de différent, on va éprouver une émotion de réconfort et de bien-être qui va faire que on va tout de suite avoir une réponse, notre cerveau va avoir une réponse instantanée à ce type de phrase. Et de nouveau, tout ça, ce n'est que l'émotion qui fait ce travail-là. La troisième méthode, c'est l'usage des biais cognitifs. Alors c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, ça devient même à la mode, j'ai envie de vous dire, ça ne l'était pas il y a quelques années, donc nous ça fait quelques années, Sylvia et moi, qu'on travaille avec toutes ces techniques, mais on sent que ça arrive de plus en plus. Donc je vais vous en expliquer quelques-uns parce que c'est particulièrement intéressant pour votre communication d'utiliser ces biais qu'on a tous dans le cerveau. Avant d'en venir à la notion de biais, il faut d'abord que je vous introduise un autre concept qui est celui des raccourcis mentaux, de comprendre un peu comment notre esprit, notre cerveau fonctionne. En fait, un raccourci mental, c'est quoi? Vous en utilisez comme moi tous les jours. C'est juste des façons rapides et simplifiées que notre cerveau va avoir pour pouvoir prendre des décisions sans trop réfléchir. En fait, quand je disais l'exemple de quand vous vous lavez le matin et vous vous savonnez, vous réfléchissez pas trop à ce que vous faites parce que vous avez créé des routines dans votre cerveau qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite. Sinon, c'est simple, hein, si on devait chaque fois réfléchir à chaque action qu'on fait au quotidien, on fumerait. C'est tout simplement ça, on exploserait tellement notre cerveau serait surchargé d'informations. Je vais redemander à mes trois comparses s'ils peuvent faire ce petit test. Pas de Donc, je vous problème. donne un petit test de logique. J'espère que vous aimez les maths. Alors, vous connaissez peut-être le truc. Si vous connaissez le truc, ne donnez pas la réponse. Donc, si je vous dis que je vous donne un crayon et une gomme, et qu'ensemble, ce crayon et cette gomme coûtent au total 1,10 €. Je vous dis aussi que le crayon, il coûte 1 € de plus que la gomme. À votre avis, combien coûte la gomme? C'est quoi la réponse qui vous vient à l'esprit? À l'esprit, m'est venu 10 Oui, centimes. mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est faux, mais c'est ce qui vient en système 1. C'est ça. Ce qui vient en système 1, en effet, Précisément, c'est on dit le 10 10 centimes. cents. C'est ce que ça fait à tout le monde, sauf aux gens qui ont déjà fait l'équation, parce qu'en réalité, c'est faux. Vous l'aurez compris, vous l'avez deviné, vous me voyez venir à 100 km à la ronde. C'est tout à fait normal. Donc là derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a une équation mathématique qu'on est C'est censé ça. activer pour que ça fonctionne. Et donc ce calcul, le raccourci mental que vous empruntez de 1,10 € moins 1 € fait 10 cents la gomme, il est complètement faux. L'équation, elle est là. Je ne vais pas la passer en revue avec vous parce que je sais que ceux qui n'aiment pas les maths vont me dire mais j'ai rien compris. Hein. Je fais un petit clin d'œil à Sylvia qui déteste ce genre d'équation. Mais voilà, la réponse c'est 5 cents en fait, parce qu'il va falloir introduire un X qui est la gomme. Voilà.
Vous trouverez ça sur Internet, hein, si vous voulez faire l'équation en long et en large Ah, il y a une version après plus la simple, c'est conférence. d'avoir des enfants qui vont à l'école, tu es obligé de te retaper tout ça, là, c'est merveilleux pour une mise à jour. Voilà, c'est ça, exactement. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cet Et il y a exercice-là? Sébastien, je te coupe 2 secondes, mais juste pour te prévenir quand même que Sébastien Cambé est dans la salle et donc il est en train de te dire qu'il a envie de crever là. Ah ouais, désolé Sébastien, je t'adore. C'était pas pour te tuer. Reste en vie, Sébastien, vraiment. Non, mais Pour voilà, te tout ça pour rassurer, vous dire. Sébastien, là, moi, ça fait 10 ans que j'ai plus là, de terreur là, le samedi matin ou le dimanche matin en me réveillant, en disant merde, mais je vais avoir mes examens, mais je me rappelle plus de rien. Puis, ah non, j'ai fini l'université depuis 25 ans, c'est beau, ça va. Mais vous voyez comment c'est inscrit en vous, ce Ah, traumatisme c'est terrible, là, émotionnel que vous avez eu. Donc vous voyez, si quelqu'un veut travailler le fait de se relaxer avec quand on va passer des examens, ben on éveille cette émotion-là et tout de suite après, on vient répondre, soulager ce problème et on a plus envie du coup à convertir vers la solution. Allez, j'en reviens à ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, partez du principe que on n'aime pas réfléchir. Le cerveau humain, il a tellement d'informations qu'il n'a pas envie de réfléchir. Il préfère utiliser des raccourcis. En fait, on est des sortes de radins cognitifs, hein, on peut dire ça comme ça. De nouveau, on va faire un petit test. Je vais vous montrer, Pascal, je vais te montrer. Je vais vous montrer un homme sur les slides suivants. Donc le voici. D'un côté, vous avez un homme qui est face à un ordinateur, de l'autre, vous avez le même homme qui est au golf, et je vais vous poser une question. La question, c'est d'après vous, quel est le métier de cet homme? Est-ce qu'il est dirigeant d'entreprise, golfeur professionnel, consultant ou autre chose? Pascal, à ton avis, Dirigeant, dirigeant d'entreprise. il est dirigeant d'entreprise. J'imagine que la plupart auront répondu soit dirigeant d'entreprise, soit consultant. Chaque fois que je fais le test, c'est la majorité des réponses qui Moi sort j'aurais là. dit consultant, mais c'est une boutade, c'est pour dire forcément quand on est consultant, on a du temps pour glander, donc voilà. C'est ce que les gens s'imaginent en tout cas. Bah Non mais oui. je le suis aussi, hein, c'est pour ça que je dis là, dans l'esprit des gens, ils ont l'impression qu'on fait rien en fait. Non, non, mais tout à fait, hein, c'est ça. Donc, on est au golf, là, comme ce gentil monsieur. Mais ça marche à chaque coup parce qu'en fait, si on va voir les résultats, vous aviez trois options possibles. En gros, vous avez soit la version A où vous vous dites, ben, son métier, c'est dirigeant ou consultant. Et quand vous le voyez avec son club de golf, il profite de son hobby, en fait. Et ça, c'est la réponse la plus commune. Les autres options qu'on aurait pu se dire, bah, soit ce monsieur, il est en train de lire ses emails, tout simplement, et son métier, c'est d'être golfeur professionnel. C'est le moins probable. Et la version C, c'est autre chose. Il lit simplement ses emails et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait au golf. En fait, il a juste un club de golf, il joue peut-être même pas au golf. Mais vous l'aurez compris, ce qui va se passer, c'est que le plus souvent, notre cerveau, il va se dire, ben tiens, le gars, il est devant un ordinateur, donc ordinateur dit posture assise, dit milieu professionnel, et donc on va lui attribuer le métier finalement qui ressemble plus à ce qu'on vient de percevoir, et on va très très rarement penser que le golf qui est associé au loisir peut être aussi un métier. Ok, c'est le même principe que la gomme, on a fait un raccourci mental. Pourquoi je vous Il y a parlais... peut-être aussi, Oui. pardon, il y a peut-être aussi la manière dont il se positionne et s'habille, en fait. Oui, 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 ça peut également jouer, hein, c'est tout des Oui, il y a codes en beaucoup. fait, qu'on a inscrits en fait. Oui. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est que puisqu'on a des raccourcis mentaux, ben forcément ça veut dire qu'il y a aussi des petits chemins où on va rater notre coup et où on va être induit en erreur à cause de ces raccourcis mentaux. Et c'est justement ça qu'on appelle des biais cognitifs. C'est des raccourcis mentaux qui vont faire la logique déviée de son droit chemin, entre guillemets. Donc c'est des erreurs de raisonnement qu'on va avoir. Un premier exemple, c'est le billet d'ancrage. Donc, qu'est-ce que ça dit le billet d'ancrage? C'est que la première information que vous allez voir va influencer toute la suite de votre raisonnement, toute la perception que vous allez avoir. Donc, le billet d'ancrage, c'est typiquement utilisé pour les prix, et je vais vous montrer des exemples juste après que vous pouvez utiliser dans vos propres interfaces. C'est que si on voit un prix élevé, et que tout de suite après, il va y avoir un prix barré ou une promotion, ben on va se dire, ben tiens, et je vais prendre l'exemple de Steve Jobs, qui est super connu lors de sa présentation de l'iPad. Il va vous dire, euh, il va vous faire estimer toute la valeur de l'iPad, combien vous payerez pour une technologie super développée qui va vous faciliter la vie et tout. Il va vous montrer à l'écran 999 dollars, je pense. Et puis, pam, d'un coup, il vous dit, eh ben non, on a tout fait pour vous la vendre à 499 dollars.
et vous allez juger ce prix de 499 $ à partir de 999 $ qui vous était montré avant, et du coup, ça vous paraît pas cher. Bah, c'est exactement ce que les gens utilisent. Ici, c'est de la téléphonie, hein. Ils vont utiliser le prix barré pour vous montrer que 4,99, c'est beaucoup moins cher que 11,99. Autre exemple, vous voyez ça souvent, hein, ça peut être dans tous les secteurs d'activité. Là, je vous remonte des prix barrés. Idem dans le loisir, dans les voyages. Typiquement Booking, un grand spécialiste du prix barré, vous allez en trouver partout. Il y a même des sites où il n'y a que des prix barrés. Je pense à la pharmaceutique, on trouve souvent ça. Quasiment tous les médicaments qui sont vendus sont à prix barré. Ils ne le font pas pour rien, hein, c'est que ça fonctionne. Je dis pas que vous devez automatiquement le faire dans vos supports, hein, faites attention parce que ça aussi, vous pouvez aussi passer le message que vous faites tout le temps des réductions et c'est pas toujours bon pour tous les produits, toutes les solutions qu'on propose. Ici, ce qui est intéressant, mais c'est très petit, vous le voyez probablement très mal, mais au-dessus, si vous regardez prix en baisse, vous voyez 20 €. Juste au-dessus, il est marqué avant 30 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, au fur et à mesure des années, bah, ils voient un peu les marketeurs venir. Plus on va utiliser une technique, plus le public en face de nous va s'y habituer. Et les prix barrés, ben, les gens commencent à s'y habituer et souvent, bah, ils se disent, oh, c'est peut-être faux ce qu'il y a là derrière. Eh ben, il y a d'autres techniques qui permettent d'utiliser ce billet d'ancrage en mettant en avant bah, le prix qui précédait, non plus en le barrant, mais en écrivant simplement avant 30 €, maintenant 20 €. Donc là, c'est une technique Decathlon, vous voyez, ils utilisent les deux, puisque dans la partie centrale, on a ce fameux avant, donc c'est pas barré, et puis au-dessus, là où c'est rouge, moins 16%, bah, au-dessus, vous avez un prix barré, donc les deux techniques sont encore utilisables. Donc, ce billet d'ancrage, comment vous pouvez l'utiliser? Ben, en ayant un prix initial élevé. Alors, je vous dis pas, ne comprenez pas mal ce que je vous dis là, je vous dis pas de monter artificiellement vos prix, hein, pas du tout, hein. L'idée, c'est d'être cohérent, de réellement fixer un prix et puis parfois de faire des promotions qui vont intéresser les gens à venir souscrire à vos produits. On peut également utiliser la comparaison de prix et la réduction. Il y a un autre billet qui est intéressant, c'est aussi le billet d'autorité. Donc là, vous allez amener des experts qui vont influencer les décisions. Typiquement, aujourd'hui, quand on parle des influenceurs, ben, on va se servir de ce billet d'autorité. Donc l'idée, c'est que, ben, de nouveau, hein, notre cerveau, il est un petit peu fainéant. Et donc, ça veut dire que si on reconnaît quelqu'un comme expert, ben, on se dit que lui, il a forcément, s'il est expert, ben, c'est qu'il a le savoir, et donc quand il va faire un choix, on va lui faire confiance, parce que ben, c'est simple pour nous d'aller s'appuyer sur sur l'opinion de cet expert. Le domaine super connu dans lequel vous allez retrouver ça, c'est tout ce qui est dentifrice. Pensez aux pubs d'Oral-B ou d'autres marques qui sont Subsensodine. Elles vont toujours vous amener le gars en blouse blanche, peu importe si c'est un expert ou non, mais vous allez penser que c'est un expert. Et si l'expert dit que ce dentifrice, il est génial, bah vous allez avoir tendance à le croire et à souscrire. Petit clin d'œil, Sébastien est là, Kevin n'est probablement pas là parce qu'il voyage à travers l'Inde, mais petit clin d'œil à Kevin ici. Donc, un expert peut aussi vous présenter des sponsors, puisque vous aimez cet expert. J'aime beaucoup Kevin comme j'aime beaucoup Sébastien, je vous le dis tous les deux comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ben, vous allez faire confiance aux sponsors parce que Kevin a pensé que c'était un outil qui était pertinent. Vous allez aussi aller vers cet outil. Une autre petite chose que fait très très bien LinkedIn, vous voyez qu'il va vous indiquer le numéro 1 à côté de votre nom dans le premier cercle de relations. Bah forcément, si c'est quelqu'un qui est proche de vous, bah vous allez lui donner plus d'importance, encore plus si c'est un expert qui est reconnu. Autre exemple, vous reconnaissez Taylor Swift sur cette publicité de Coca-Cola, et elle vous dit The Perfect Duet, donc vous allez vous dire, ah, si Taylor qui a cette si grande influence, ça n'a quand même pas réussi avec les élections américaines entre nous, mais si elle a cette grande influence, alors ça veut dire que le Coca est tout à fait valable, donc on va toujours jouer sur ce biais d'autorité. Donc comme je vous l'ai dit, un petit résumé, on amène un expert avec son opinion, ou alors on utilise des célébrités qui vont valider votre produit. On peut aussi utiliser tout ce qui est titre et qualification. Vous voyez ces petits badges qu'on vient mettre partout sur les interfaces. Par exemple, je pense au logo pour les alimentations véganes. Ça fait tout de suite que on s'intéresse, qu'il y a quelque chose là qui a été validé par des experts. Les uniformes, typiquement. Et on peut aussi un petit peu utiliser par touche du jargon technique pour donner la sensation qu'il y a bien là une autorité, une expertise. De nouveau, une petite expérience.
Alors là, je vais pas vous demander, enfin, je vais vous poser la question, mais vous n'allez pas faire l'expérience proprement dite. Donc, on a fait ce test de montrer à des personnes deux jarres de cookies. Dans la première jarre, on l'a montré à un groupe A et cette jarre, elle contenait 10 cookies. Et puis, on a montré cette même jarre, mais avec seulement deux cookies à l'intérieur, à un autre groupe. Selon vous, Pascal, Jérôme, Audrey, à votre avis, les gens, ils étaient prêts à payer plus dans quel cas? Dans le groupe A ou dans le groupe B? Ah, Non, le le B, B. Pourquoi, à votre avis? Ben, la il y en a rareté. bientôt plus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, vous avez tout bon. Donc, c'est le groupe B qui va vouloir payer le plus, 23% plus cher, à vrai dire. Ça, c'est les résultats de l'enquête qui a été faite. Et là, on active ce qu'on appelle le billet de rareté. Donc, plus ça va être rare, plus on va désirer la solution qui est en face de nous. Et puis on se dit qu'ils doivent être super bons parce que tout le monde a déjà mangé tous les autres. Ouais. Alors, petite précision, parce que je l'ai déjà amené en conférence, on aurait pu coller un sticker qui dit frais du jour, parce qu'il peut y avoir l'effet Oui. inverse aussi, où on se dit, si c'est là depuis une semaine, bah, c'est peut-être pas les bons cookies, quoi. Mais bon, là, on va se dire que c'était frais du jour. Alors, donc, pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise ce billet de rareté au sein bah, de votre publicité, hein, on va utiliser les stocks limités. Là, vous voyez, 999 pièces restantes. Donc, tout de suite, on va se dire, oh, c'est limité, il y a une certaine urgence à aller acheter, là. Typiquement, de nouveau, Booking, hein, qui va vous mettre qu'il n'y a plus que une place dans l'hôtel à ce prix sur notre site. Alors, eux, ils vont démultiplier, hein. Vous voyez qu'ils utilisent le prix barré, l'effet de rareté. Vous allez retrouver un peu tout plein de biais cognitifs. Une autre manière très, Allô? très habituelle de venir amener la Oui, rareté, oui. c'est Oh, bonjour. également d'amener un compteur. Donc là, vous voyez, il reste 11h46 minutes pour pouvoir profiter bah, de l'offre qui est là en face de vous. À nouveau, quand vous utilisez ce genre de technique, elle fonctionne très bien, mais faites attention de ne pas créer une fausse rareté. Un truc que je trouve détestable, c'est ces sites où vous allez, vous voyez le compteur, puis vous revenez 24 heures après et hop, bizarrement, le compteur, il s'est remis à 24 heures. Là, c'est un peu, désolé du terme, mais du foutage de gueule pour vos clients. L'idée, c'est quand même de le respecter quand vous faites ce genre de promotion. Il faut qu'elle soit vraiment réelle. En plus, elles ont plus de force quand elles sont réelles. Pour tout vous dire, si vous faites vraiment des promotions à des moments donnés avec une vraie rareté, les gens vont le savoir, le mot va se passer et c'est comme ça que vous vendez beaucoup plus sur des moments donnés. Typiquement, pour les formateurs parmi vous, les lancements avec des momentum où vous ouvrez votre formation une à deux fois par an, c'est des techniques qui fonctionnent très très bien et qui viennent s'appuyer sur le billet de rareté. Donc là, on l'a dit, petit résumé, vous pouvez utiliser les offres temporaires, les stocks limités, les éditions limitées, les pré-lancements exclusifs, tout ça fonctionne pour s'appuyer sur le billet de rareté. Petite expérience à nouveau, ils ont repris ces deux jarres de cookies, donc ils ont été un cran plus loin. Donc ces deux jarres de cookies ont 10 cookies chacune, mais ils vont faire un petit changement dans l'expérience. Et d'un côté, ils vont laisser la jarre avec les 10 cookies, mais dans l'autre groupe, là où il y avait 10 cookies, ils vont venir prendre quelqu'un qui va venir retirer 8 cookies devant eux, en direct. Et là, à votre avis, Jérôme, Pascal, Audrey, lequel Allez, d'entre eux ils vont préférer? le B. Vite. Toujours le B. En effet, ça va Allô? rester le B. Et en plus, on va augmenter la désirabilité. Donc les gens vont être encore plus enclins à vouloir acheter le produit. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on éveille un nouveau biais qui est le biais de réactance. Pensez aux enfants, typiquement, c'est le plus bel exemple pour évoquer le biais de réactance. Quand on prive quelqu'un de quelque chose, il le veut encore plus. C'est ça qui se cache derrière. Et pour vous montrer directement en pratique comment est-ce qu'on va le faire, eh ben, on va mettre des members only. Donc, si vous créez des cercles privés, les gens vont se sentir privés de quelque chose et donc vont avoir envie de venir acheter ce que vous proposez. Donc, vous pouvez trouver ça bêtement sur Amazon. Ici, c'est un exemple d'Amazon où il va y avoir des promotions qui sont réservées aux entreprises. Et parce que c'est réservé aux entreprises, ben, vous sentez qu'il y a une certaine exclusivité et vous allez avoir envie d'acheter ce qui est là en face de vous. Donc, pour vous faire un petit résumé de comment est-ce qu'on utilise le billet de réactance, on va avoir les accès par invitation, les conditions d'éligibilité aussi qu'on peut mettre à l'entrée. Donc typiquement quand vous avez des formulaires qui viennent avoir des champs qui vont trier les gens, des offres qui sont ciblées où on va donner un accès restreint à certaines personnes et des accès anticipés sélectifs. Ça aussi, ça peut très bien fonctionner de favoriser certaines personnes.
Donc, en termes de biais cognitifs, ici, je vous en ai présenté quelques-uns. Hein. J'ai pas le temps sur une heure de faire le tour de tous. Sachez qu'il y en a plus de 250. N'hésitez pas à les investiguer. Nous, c'est quelque chose qu'on montre tous les jours enfin, quasiment tous les jours dans nos carousels. Donc, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur LinkedIn. Vous aurez plein de petits trucs et astuces comme ça à découvrir au niveau des biais cognitifs. Je me Merci dois, beaucoup. parce que Je précise juste sur cette notion-là qu'on avait déjà évoqué un peu plus tôt dans la semaine, comment ça s'appelle, les leviers d'influence de Robert Cialdini. Il y a des choses qui peuvent se recouper aussi sur cette notion de rareté, d'autorité. Je vais remettre aussi la référence dans le chat si ça intéresse certaines personnes qui veulent lire, qui veulent aller plus loin sur ces thématiques. D'ailleurs, si tu as des références de bouquins là, intéressants là, dans le domaine, parce Ben, qu'on elle a en a parlé mis de une tout à plusieurs l'heure. choses là, cette semaine, là, Damasio. mais... Pardon? j'ai Elle a donné parlé de Damasio tout à l'heure. Oui, ça, Kahneman, Daniel il est déjà Kahneman, que vous dans le pouvez lire. panier, là, mais je veux dire, de façon globale, si tu as d'autres références, je pense que ça peut peut-être intéresser là, des gens. En tout cas, moi c'est un sujet que j'aime beaucoup, là. Alors, bah, vous avez le bouquin Nudge aussi, spécifiquement sur les biais cognitifs qui vous parlent comme ça. Ça me vient pas tout de suite à l'esprit les références, mais je vous les mettrai Pas dans de le groupe problème. WhatsApp si C'est j'y bon. pense d'ici Parfait. là. Ça reste, pour tout vous dire, ça reste une thématique qui est encore pas traité, en français en tout cas, qui n'est pas encore traité très très profondément. Il faut dire ce qui est, ça reste encore neuf. Le neuromarketing, c'est quelque chose qui arrive, hein, qui a pendant longtemps été mal perçu, alors que finalement, et justement c'est là la thématique qui est en face de vous, nous on a un concept qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le concept de persuasion positive, ok? C'est d'utiliser tous ces biais cognitifs que je vous ai présentés là de manière bienveillante pour l'autre, de manière respectueuse. Ici, je vous ai montré une magnifique publicité qui date un petit peu, hein, je pense que ça date des années 60-70, où on vous mettait un expert, on utilisait le billet d'autorité en vous mettant un expert en blouse blanche et en vous disant surtout fumer Camel, c'est génial, quoi. Donc, vous avez cette responsabilité aussi quand vous savez quand vous utilisez des biais cognitifs, de faire attention à ne pas manipuler les gens. Persuader, c'est pas manipuler, hein. Manipuler, c'est tromper les gens, c'est leur mentir sur ce qu'est là derrière. Vous, dans vos campagnes, je vais vous inviter à ne surtout pas mentir aux gens. Ah, Donc ça va être c'est ce on en a discuté aussi l'autre jour et avec Sébastien Cambet justement, parce que le livre de Cialdini il s'appelait Influence et manipulation. Et Sébastien nous a montré la toute dernière version, et je viens de vous mettre le lien dans le chat, qui a changé le titre. Et effectivement, il s'appelle Influence et persuasion, parce que ce mot de manipulation était très mal connoté et très mal perçu. Après, ce que j'ai déjà dit hier ou avant-hier, je me souviens plus, je suis un peu perdue, pardon, mais c'était cette idée que c'est un outil. Et c'est pas l'outil en fait qui est problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'outil qui est bien ou mal, si on veut parler en système très binaire. Mais ouais, voilà, donc c'est pas l'outil en soi, c'est pas les techniques de manipulation qui sont vraiment à combattre, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. exactement, exactement. Alors, dites-moi, Audrey, Jérôme, le temps étant écoulé, j'ai encore des choses à vous dire, hein. Je pourrais vous parler des heures et des heures de persuasion, c'est pas un problème. Mais je me dis qu'il y a peut-être des questions. Je n'ai Quand pas est-ce qu'on boucle regardé ça? le. T'as une demi-heure là pour interagir avec le public. T'as 45 personnes qui sont présentes dans la salle. J'ai bien fait remarquer à Sébastien d'ailleurs que tu venais de battre son record d'audience. Oh, désolé, Sébastien. Et Eh ben, d'abord, merci à tout le monde d'être là. C'est vrai, c'est vraiment chouette. Mais dites-moi peut-être, moi j'ai pas du tout suivi le chat. Sylvia, tu as peut-être suivi aussi le chat à côté. Donc si vous voulez poser des questions, ben, autant laisser la place aux questions-réponses. Je pense que ce sera plus intéressant que moi faisant un long monologue. il y avait une question que j'avais trouvée. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a quelqu'un qui parlait justement de cette histoire, mais c'est pas tout à fait le même. C'était à l'inverse des cookies. C'était quand on va dans le restaurant qui est plein au lieu d'aller dans le restaurant qui est vide, alors que peut-être qu'il est pas bon. C'est ça, vous avez une perception, en fait, le fait que des gens aiment, enfin, font la file et donc donnent cette sensation qu'ils aiment la cuisine qui est là, bah, va faire que vous allez vous reposer sur l'opinion des autres personnes, hein, et donc aussi vouloir aller dans ce restaurant-là. Si on applique ça au web, tout simplement, quand vous voyez des pages où il y a énormément d'avis clients positifs sur une entreprise ou sur une personne, hein,
ben vous allez vous dire, ben tiens, s'il y a tellement de gens qui aiment cette personne, qui aiment ce que cette personne fait, ben c'est forcément qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et ce qui est quand même bien fait, c'est que, à moins que l'entreprise qui a mis en avant ces témoignages ait menti, en général, si beaucoup de gens aiment, c'est réellement qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Maintenant, un truc intéressant quand même avec ça, c'est que si vous utilisez par exemple vos avis Google ou Trustpilot ou Avis Vérifié, tout ce genre de plateforme qui est très très bien, qui permet aux consommateurs d'aller déposer leur avis, la vérité c'est que si vous avez 5 étoiles sur 5, type Google My Business, bah, il vaut mieux avoir 4,9 ou 4,7 parce que ça va sembler plus réaliste que d'avoir un 5 sur 5. Maintenant, je vais vous dire, j'ai des clients comme ça qui ont des 5 sur 5. Ben, ça arrive aussi, hein. Les gens peuvent être tellement contents qu'ils ont un 5 sur 5 et vous savez rien y faire. Si les gens sont contents, ben, laissez ça passer, c'est pas grave. Vous pouvez quand même mettre en avant le fait d'avoir un 5 sur 5. Ou alors, on va se mettre un faux avis exprès à 4,5 pour faire baisser la moyenne. Exactement. Voilà, c'est ça. Non. Je rigole. Il y a oui, et Véronique, effectivement, qui dit que, comme elle va parler de fidélisation vendredi, fidélisation client, elle reviendra sur cette notion des avis Google, parce que ça, c'est super important aussi sur la fidélisation des clients et comment on les transforme en ambassadeurs de la marque. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et il y a des manières, hein, peut-être que ça aussi c'est intéressant. Quand vous demandez un avis client, bah, vous contentez pas de juste bah, mettre votre formulaire en disant donnez votre avis. Vous pouvez faut pas mettre les mots enfin, dans la bouche des gens, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais vous pouvez donner quelques conseils. Écrivez au présent, parce qu'un avis qui est écrit au présent, bah, il va avoir plus d'impact auprès de l'autre personne qui va le lire. Euh, les gens savent pas. Quand ils arrivent et que vous leur demandez de donner un avis, ils sont là, oh là là, qu'est-ce que je dois dire? Et donc, vous pouvez faciliter ce processus aussi. C'est ce que tu Et disais tout à l'heure sur le cerveau, hein, qui aime bien la facilité aussi. Donc, plus on va leur donner la trame, bah, dites quelle était vos situations au départ, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que aujourd'hui vous avez dans votre vie qui est vachement mieux qu'avant. Enfin, voilà. Tout ça, c'est des indications qui les aident aussi finalement Et à faire la vie. Donc, on en obtient plus et en plus des meilleurs, enfin des meilleurs, en tout cas des mieux structurés pour ce qu'on veut en faire. Donc c'est vrai de leur faciliter la tâche. Moi, je voulais donner revenir des sur l'auto. exemples. Ah, pardon. Donner des exemples. Moi, j'ai déjà fait ça pour un client qui avait justement besoin d'augmenter massivement la reconnaissance là, sur Google. On envoyait un petit truc. En fait, bon, on l'a fait web et papier. Puis on leur disait, ben, voici 3 exemples de commentaires qu'on a déjà reçus. Donc, ce sont des vrais commentaires qu'on a déjà reçus. Évidemment, ils ont choisi ceux qui leur plaisaient, mais je veux dire, c'était tout d'un coup concret, là. Puis bon, évidemment, il y en a qui ont remis exactement la même chose, mais il y en a qui ont juste mis leur avis. Puis là, c'était simple. Les gens comprenaient, ah, c'est ça que je dois faire. Bon, OK, plouc. ouais. Et à l'inverse, et là, je vais faire aussi Sylvia qui a vécu ça. J'étais juste à côté d'elle, on travaillait ensemble. On a eu bah, la voiture de société est partie en entretien. Et juste après, Sylvia qui est là, qu'est-ce qui s'est passé, Sylvia? Tu peux nous raconter parce que c'est super intéressant en termes de Attends, mécanique qu'il ne j- faut surtout pas faire. Si j- Sylvia peut prendre la parole. j'ai juste pas compris à quelle histoire tu fais référence. Le, Désolée. On veut toutes les entendre. l'entretien de la voiture de société, juste après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le garage, le concessionnaire, Mais tu ils te nous souviens? ont accusés, Non, c'est non, ça non, 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 l'histoire. non. Non, non, non. Ils t'ont téléphoné, l'avis client. Ah oui, la semaine dernière. Oui, Oui. voilà. Ah Écoutez oui, cette oui. histoire parce que c'est un Donc, bel exemple de ce qu'il on ne a faut fait, pas faire. j'étais faire cet entretien de voiture et puis il y a un commercial enfin un commercial, quelqu'un qui est responsable de la satisfaction client, qui m'a appelé en me demandant textuellement, voilà, bonjour, je voudrais votre avis sur l'entretien. Alors, je vais tout de suite vous dire, vous pouvez mettre une note entre 1 et 10, sachant que si vous ne mettez pas, si vous mettez 9, ça a une influence négative sur notre travail. Donc, Donc, ce qui est là, je me suis déjà, mais là, j'ai éclaté de rire en me disant, mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si j'ose mettre 9, vous allez déjà avoir un blâme. Et donc, vous êtes déjà en train de me suggérer, mais pas seulement suggérer, presque imposer de mettre 10 si j'étais contente.
C'était, enfin, j'aurais dû franchement enregistrer ce call parce que toutes les réponses étaient biaisées, enfin, toutes les questions étaient biaisées. Et j'ai fini par expliquer au monsieur qu'on était spécialiste dans la persuasion des gens et qu'il avait un script magistral que, que, voilà, qui ne reflétait pas du tout, du coup, le sentiment des gens. Et donc, à un moment donné, on peut essayer de présenter les choses sous leur meilleur jour, mais quand c'est biaisé à ce point, bah, ça finit par ne plus du tout être des réponses correctes, quoi. Mais c'est On certainement arrive. le reflet du stress qu'il a dans son travail. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas avec des chauffeurs Uber qui expliquent très clairement que bah, dès qu'ils ont quatre, ils se font virer, en fait. Donc, et voilà, et c'est vrai que c'est pas très bon, hein, c'est pas même du tout Non. bon en termes de persuasion, mais ça montre aussi autre chose, parce que je pense que ça va chercher de la pression et du mal-être au travail. C'est un autre sujet encore là derrière. Euh, Mais je du coup, peux comprendre. on endommage Ah, l'image de l'image, bien l'entreprise. sûr. Parce que, en tant que client, bah, on se rend compte quand, dans le cas d'Uber, bah, va se rendre compte qu'il y a une pression qui est mise Mm. énorme sur les chauffeurs, ce qui peut, si on veut partager des valeurs de bien-être au travail, bah, d'un coup, on va se dire peut-être qu'on va pas le prendre une deuxième fois parce que c'est favoriser un système qui écrase les chauffeurs. Donc c'est important aussi, quand on fait ce type d'enquête client, ben, de l'image de notre société va avec. C'est clair, ça c'est très mauvais pour l'image. Il y a Véronique Mm. qui dit aussi que c'est pareil dans les magasins Lego. Voilà, ils disent ben, si vous nous mettez 10, on sera super content. Enfin voilà, c'est Mm. vraiment mal fait. Moi, je voulais revenir sur le biais d'autorité dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut vraiment utiliser dans notre vie de tous les jours d'entrepreneur. Je trouve que ce biais, il est vraiment génial. Enfin, ce biais ou ce levier, puis si on le prend de manière positive, c'est aussi dans la façon dont on se présente les uns les autres. Par exemple, toi, Shirley, tu travailles avec Sylvia. Bah, je suis sûre sachant que tu connais tout ça par cœur, quand tu dis aux gens tu vas les mettre en relation avec Sylvia, tu leur dis pas, bah, je vous passe ma collègue. Tu vas leur dire, bah, je vais vous mettre en relation avec Sylvia parce que c'est elle qui a la super expertise sur tel point, etc. Et ça, rien que ça, c'est vraiment super impactant sur la façon dont les gens arrivent un peu avec ton phénomène d'ancrage aussi, hein, dont tu parlais au départ, c'est qu'ils ont une première idée qui est favorable sur Sylvia et que derrière, eh ben forcément, tout ce que Sylvia va dire, ben, ça va être interprété encore plus positivement que si tu l'avais présenté en disant je vous passe ma collaboratrice ou voilà. Ouais. Et dans les expériences de Cialdini, ils en ont fait plein comme ça, avec notamment des agences immobilières où la personne à l'accueil disait ben ouais, je vous passe Georges parce que Georges c'est spécialiste de la vente, il a l'habitude des biens atypiques, vous allez voir, il va vous aider. Et derrière, on a 3 fois plus de rendez-vous, 20% de plus de ventes. Enfin voilà, on a des chiffres qui s'accumulent juste en prenant le temps de dire 3 mots sur la personne avec qui on travaille. Et ça peut nous arriver à tous avec des collaborateurs ou avec des prestataires, puisqu'on travaille des fois avec de la sous-traitance ou des partenariats. Et ça, c'est un truc très, 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 Ouais. très simple à mettre en pratique dans vos business et qui peut vraiment aider à faire grossir tout le monde. T'as tout à fait raison, hein, et d'autant plus avec Sylvia, moi je la présente comme la psy de la boîte, qu'elle est réellement, hein, parce que c'est elle qui est diplômée en psychologie, pas moi. Moi je suis stratège business à la base, hein, et puis j'ai développé un très très gros intérêt, et en plus à fréquenter Sylvia depuis 10 ans, c'est bon, là j'ai fait mon cursus de psy avec elle. Euh, et c'est un vrai phénomène qu'on a, c'est moi qui suis l'image de la boîte, hein, donc c'est moi qui pousse We Are Web sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier. Et du coup, quand les gens ils arrivent en call avec moi, bah, c'est aussi moi qui fais toute la partie commerciale, donc ils vont parler avec moi. Et ensuite, ils se retrouvent à travailler avec Sylvia et moi, hein, mais Sylvia va faire une grosse partie du travail. Ce qui, quelque part, en termes d'image, pose un problème parce qu'il peut y avoir un phénomène déceptif de se dire, ah ben mince, alors moi j'ai souscrit avec Shirley, je me retrouve avec Sylvia. Mais justement, comme tu le dis, la manière de l'introduire, tout de suite j'explique que c'est elle la psy de la boîte. Et donc les gens, hop, d'un coup lui font plus confiance, un billet d'autorité, elle est diplômée en psy, donc c'est bon, elle a les compétences.
Alors que voilà, Sylvia, c'est la partie invisible. Par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, on a un très beau succès sur LinkedIn, mais il y a un travail qui est fait là par Sylvia au quotidien. Donc tout le monde, moi j'ai droit à tous les merci des gens et merci, je vous adore pour m'envoyer vos merci. Mais Sylvia est là aussi derrière, elle fait un travail de fou. Donc pour moi, c'est l'occasion aussi aujourd'hui de lui dire merci et de la mettre en avant. Alors moi aussi, Euh, c'est ce que je voulais dire merci Sylvia pour la très très belle présentation et puis aussi pour maintenant qu'on sait que c'est elle qui fait aussi les carousels avec toi et tout parce qu'ils sont magnifiques sur LinkedIn, moi je me régale depuis que je vous ai Merci. découvert toutes les deux, donc ouais, bravo. Donc voilà, c'est une manière de crédibiliser par le biais d'autorité qui est, comme tu l'as dit, hein, facilement applicable à tout le monde dans son entreprise. Je sais Oui, pas s'il y parce avait que ça, d'autres c'est un questions. truc souvent, tu sais, on a l'impression que ces concepts-là, ils sont très complexes, très pour les grosses boîtes ou vraiment inaccessibles. Et en fait, c'est des petites choses au quotidien qui peuvent vraiment changer des choses. Il reste 20 minutes. Si vous avez envie de poser des questions, franchement, allez-y, profitez-en. Elles sont là, elles sont deux en plus pour vous, là tout de suite pendant 20 minutes. Donc, posez vraiment vos questions. En, Parce que, en attendant une autre question, moi, j'avais envie de partager une expérience qu'on a eue depuis qu'on bien est sûr. sur LinkedIn. Toujours en gardant ce biais d'autorité à l'esprit, c'est qu'à partir du moment, beaucoup de personnes disent, oh, c'est pas grave, les abonnés, faut pas se centrer que sur les abonnés ou sur les likes ou des choses comme ça. Et voilà, moi j'ai un avis un peu plus nuancé par rapport à ça. Certes, ça ne doit pas être un but en soi, mais depuis qu'on a cette notoriété grandissante sur LinkedIn, ce biais d'autorité a vraiment changé la manière dont on fait nos entretiens de vente. Donc avant, Shirley prenait les gens en entretien, ils nous avaient trouvés par Google. Quand on avait beaucoup de chance, ils avaient été recommandés et là, c'était plus facile. Mais s'ils nous trouvaient par Google ou sur des annuaires dans lesquels on était obligé de prouver qui on était, qu'est-ce qu'on avait fait, toute une série de choses. On a même remis mes 15 ans d'expérience graphique en question, alors qu'on a quand même un site qu'on a fait ensemble, sur lesquels on a des use cases, mais c'était jamais suffisant en fait. Et aujourd'hui, grâce à cette notoriété même naissante, parce que pour être transparent, on est là depuis le 1er janvier de cette année, donc les calls ont complètement changé. Cette autorité, les personnes qui nous trouvent via LinkedIn sont déjà pratiquement convaincus qu'on est les bonnes personnes pour les aider. Parfois même, je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour moi, mais expliquez-moi ce que vous faites et on trouvera bien une manière de travailler ensemble. Et ça, c'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou, cette autorité qu'on peut avoir à partir du moment où on met aussi, bien sûr, La les qualité. efforts Oui, puis pour y la arriver, parce que qualité, ça la ne vraie se fait qualité pas. derrière. C'est pas, comme on dit, Voilà. juste pour faire croire et puis après, il n'y a rien. Il faut derrière assurer aussi. Mais C'est ça, il vaut et tu as mieux tout à fait d'ailleurs. raison, hein, cet effet de grosse communauté, elle appuie sa notion Tout à d'autorité, ça fait. c'est sûr. Ce que je pense les autres veulent aussi faire passer comme message quand ils parlent de ça, c'est surtout n'ayez pas peur, même si vous avez une petite communauté, vous pouvez y aller, on peut faire des choses et on peut avoir des résultats quand même, même quand on a une Tout à petite fait. communauté, chacun à sa hauteur, hein, et voilà. Et puis la deuxième Ouais, chose, ouais. c'est aussi de ne pas partir dans l'excès de recherche de vues, d'impressions, de likes Mhm. à tout va, si derrière ça ramène zéro. C'est aussi ça Ah oui, clairement. Mais le juste pour rassurer, elle est exactement dans le même sens que toi, Audrey. On a déjà senti ça fin janvier, hein, et ouais. on n'était pas à nos chiffres d'aujourd'hui. Donc, on Mais vous êtes sentait allé déjà très un très vite. tournant. C'est Oui, oui, vraiment très, très top. vite. Vous êtes allé vraiment très très Incroyable. vite. Mm. Oui, Mm. oui, mais je pense aussi, toujours en parlant de ce biais d'autorité, c'est parce qu'on installe une confiance. Et la confiance, elle s'installe quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la régularité. Alors, il vaut mieux avoir poussé du contenu qui est imparfait. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il devait être mauvais, hein, ne confondez pas ce que je suis en train de dire là, Non, mais qui non. n'est pas tout à fait parfait, qu'il y a quelques imperfections, que de ne pas publier. Il faut être là, il faut interagir avec les gens, et ça fait vraiment la différence dans la confiance qui est construite. Je vois Sébastien qui dit dans le chat que le cap des 10 000 abonnés a vraiment Mm. changé les choses, Et mais le parce qu'il Top y a Voice. aussi
Ouais, il y a des seuils symboliques comme ça, des badges qui font que les gens vont vous accorder encore plus la confiance. Et si il y a la qualité qui est au rendez-vous en plus, eh ben les gens ils viennent quoi, Ouais. ils vont transiter, ils vont vouloir travailler avec vous et finalement on transparaît, qu'on le veuille ou non. Moi je sais qu'une des choses qui me faisait très peur, je suis pas quelqu'un qui monte facilement ma figure sur les réseaux sociaux. Je peux intervenir facilement en conférence, ça j'ai l'habitude, mais si je dois commencer à m'afficher dans toutes les positions, en faisant la bouche en cul de poule et tout, ça c'est franchement pas mon truc, ça n'a jamais été, je suis trop timide pour ça. J'aime pas ça déjà de base. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui y arrivent, hein, mais moi j'y arrive pas. Mais c'est pas nécessaire non plus parce que finalement, les gens, dans les interactions que vous avez, dans le contenu que vous publiez, que vous mettez sur votre site web et sur les réseaux, ben, il y a quelque chose qui transparaît de qui on est. Et finalement, pendant longtemps, ben, je commence à vieillir, hein, je vais avoir 41 ans là. Oui. Euh, Voilà. je ne suis Nous, qu'est-ce pas. qu'on va dire avec Pascal? Moi, j'admire toujours ces jeunes qui arrivent à se lancer dès Il y a leurs de la 20 marche, hein, il y a de la ans sur marche. les réseaux. Moi aussi, je suis très très jeune, ça fait pas longtemps que je me suis lancée. Voilà, c'est ça, exactement. Jeune entrepreneur, ça c'est encore autre chose. Il n'y a pas d'âge pour devenir entrepreneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas nécessairement. Moi, j'étais la première génération Facebook, hein. Facebook est apparu, ça n'existait pas avant. On utilisait encore même, on n'avait même pas le téléphone cellulaire hein, quand on était plus jeune. Euh, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours des gens qui viennent rejoindre qui on est, les valeurs qu'on porte. Le principal, c'est d'être authentique. Je me suis longtemps posé la question de comment on devait communiquer sur les réseaux sociaux. Et finalement, avec Sylvia en début d'année, ce qu'on s'est dit, bah, soyons qui on est et on verra bien si les gens viennent, quoi. Et voilà, vous êtes là, c'est merveilleux. D'autres personnes sont avec nous sur LinkedIn tous les jours et on est toujours émerveillés, hein. Ça nous fait le même effet qu'au jour 1, émerveillés de voir des gens qui like, qui nous disent merci. LinkedIn a ce truc magique où les gens sont majoritairement bienveillants et ça, c'est aussi Oui. un truc que j'adore sur LinkedIn. Et de pas avoir peur de ça parce que finalement, ben, c'est juste en faisant qu'on se rend compte que c'est possible, quoi. Mhm. Moi, Alors, j'aurais juste un petit point à ajouter là, par rapport à l'autorité, là, au nombre de likes et tout. Alors, il y a deux choses l'une. Euh, oui, effectivement, le nombre de likes, moi je dirais, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut focuser, il faut pousser. C'est sûr que c'est ce qu'on appelle en bon français un benchmark, donc c'est une référence. Mais les gens, après ça, regardent, est-ce que c'est appuyé? Parce que, tu sais, d'avoir des likes, tu peux être n'importe qui, puis publier des photos de chatons et puis avoir plein de likes. Donc, oui, il y a le nombre de personnes qui vous suivent, mais après ça, il y a la qualité puis le professionnalisme. Puis quand les deux sont au diapason, là, ça crée, disons, l'effet de halo qu'on veut avoir. Donc, c'est une combinaison. Parce que tu fais du super contenu, mais tu as 300 personnes, les gens vont se dire, attends, il y a un problème. Ça marche pas. Tu sais, et ainsi de suite. Ou alors, tu as 90 000 personnes, mais tu fais un post et puis tu vois que tu as 2 likes, là, c'est toi et ta maman. Il y a un autre problème, là, et tout ça. Donc, c'est un équilibre en tant que tel. Mais de façon générale, c'est ça, là. C'est une question, dans le fond, surtout de qualité de contenu, là, qui, je pense, Après, va faire il peur. y a la qualité du contenu. Moi, je peux vous dire qu'on a mis des posts. Donc, on a commencé exactement le 2 janvier à s'y mettre sérieusement, hein, sur base d'un pari de Sylvia, hein, qui s'est dit, OK, on y va, on va tester un mois ce que ça donne. Je peux vous dire qu'on Ouais. a posté dans les 3 mois au final. Mais, ça fait un an quasiment là hein, qu'on est là, on arrive à l'année bientôt. Tout ça pour dire que le contenu qu'on a mis au début, ben, on était comme tout le monde. On a eu 6, 10 likes hein, sur les premiers posts qui étaient maman, la sœur, l'ami, je ne sais plus qui a liké. D'ailleurs, merci à ces gens-là et à tous les autres. Mais pour vous dire qu'ensuite, ce contenu, bah, comme tout le monde, on a utilisé des techniques de recyclage. Donc, on a repris des posts qu'on a peut-être travaillé sous un autre angle, ou voire même pas du tout, et qu'on a reposté un peu plus loin. Bah, des posts qui ont eu 10 likes, je pense, Sylvia le sait mieux que moi, se sont retrouvés 6 mois après postés dans une communauté qui était un peu plus large, et d'un coup, ont pris 100 likes, peut-être 200 likes. Donc, tout n'est pas toujours attaché non plus à la qualité du contenu que vous poussez. Il ne faut pas oublier la stratégie d'interaction qui va avec. Aujourd'hui, être sur les réseaux sans interagir, ben vous vous privez aussi du lien, ce lien de confiance, cette connexion émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, et qui est importante aussi hein, pour activer ce fameux oui dans le cerveau de vos clients. Il faut aussi la créer, et elle se crée dans un quotidien
où vous parlez avec des gens dans le public. Là, je reconnais des gens qui se retrouvent sous mes posts à venir commenter, liker, des gens aussi à qui je donne la réciprocité, dont je vais voir le contenu, bah, parce que il y a une sorte de famille comme ça qui se crée sur LinkedIn autour de vous. Et c'est important, ces gens sont importants parce qu'ils sont là, parce qu'ils vous soutiennent. Et c'est là où se crée aussi cette autorité, cette influence qu'on peut avoir, qui part bien sûr de la qualité du contenu, mais également dans l'entretien du lien. Donc ça, c'est super Alors, important. je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas encore à 10 000. Donc, je me dis là, go pour 10 000, tu vois, en implémentant tout ce que tu viens de nous dire et tout ce qu'on a eu comme conseil des autres intervenants jusque-là et qu'on aura encore. Et on te tiendra au courant, on te dira si on y est arrivé ou pas. Mais en tout cas, petit défi pour 2025. Là, il me plaît bien celui-là, le 10 000. Bah, la règle d'or sur LinkedIn, c'est de commenter tous Ouais. les jours, d'être présent et de le faire de manière sincère, hein, parce que j'ai vu plein de gens comme ça me dire ouais, mais je vais commenter tous les jours et je like tous les jours des posts. Et je dis, mais est-ce que tu as passé un peu de temps à lire ce que les gens y font, à regarder dans leur carrousel, leur post, qu'est-ce qui est écrit, et à faire une réponse qui a du sens avec ce qui est Oui. écrit Ah, juste, c'est réellement, quoi. super. Ouais, pas juste c'est super. Alors, j'entends, ça m'arrive aussi, hein, on n'a pas tous les jours tout le temps du monde qu'on voudrait, mais quand même s'intéresser au contenu là qui est écrit. Alors, ce qui est certain, hein, c'est que plus votre communauté elle grandit, plus vous allez avoir de l'interaction, hein. Sébastien le sait très Ouais. bien, hein. Plus c'est difficile de répondre à tout le monde. Et alors, il faut aussi m'excuser aux gens à qui j'aurais pas répondu, ou Sylvia et moi, on n'a pas répondu. C'est pas volontaire, c'est que parfois les journées, elles sont compliquées. On travaille à côté aussi, donc Non, on fait puis je pas trouve que que avec la c'est vertueux communauté. parce que ça pousse à faire des commentaires encore plus originaux en fait pour attirer ton attention, tu vois. Quand on parle, quand on commente sous le post de quelqu'un qui a beaucoup de vues, on se dit faut que je sois créatif et original pour qu'il ressorte du lot. Sébastien disait aussi oui que de faire plein de commentaires mais automatisés par une IA, bah forcément ça porte pas de Ça résultat, sent. ça paraît logique. Et puis, je sais plus qui c'est parce qu'à force, moi, je vous écoute tous et je vous mélange. Je vais reprendre les replays hein, parce qu'il y a eu trop de choses, trop d'informations depuis lundi. Mais hier aussi, on nous a expliqué de se faire une liste des gens alors soit des gens qu'on suit, c'est-à-dire des gens qui font partie du même secteur que nous et qui nous inspirent, donc d'aller voir ces gens-là aussi, hein, qu'on pourrait appeler concurrents, mais qui sont souvent plutôt des confrères et voilà. Et puis d'avoir aussi une liste j'allais dire des top followers, c'est-à-dire des gens qui viennent régulièrement pour pouvoir justement ceux-là aussi aller voir ce qu'ils font et puis commenter et entretenir ce lien particulier qu'il y a avec ces gens qui sont les premiers prescripteurs. Oui, c'est Sébastien, bah voilà, c'est toi qui nous disais ça, niche concurrent et top créateur et puis ambassadeur, ouais, voilà, d'avoir des listes comme ça de gens que, effectivement, Sébastien, c'était toi qui nous avais donné ce conseil que j'ai retenu, tu vois. J'ai pas retenu l'auteur, mais j'ai retenu le conseil et je me suis dit, je vais le mettre en pratique parce que je trouve ça super intéressant pour pouvoir justement avoir une action ciblée et régulière. Comme tu dis, hein, parce que la régularité est aussi importante. Donc, d'avoir cette action vraiment régulière, de se dire, OK, c'est pas tous les jours, je me dis, attends, je vais aller voir 3 posts au hasard, ou 10 posts, ou 15 posts au hasard, mais bien d'avoir une action très ciblée comme ça. J'avais trouvé ça super intéressant. Moi, C'est je tout à voudrais, fait correct. Vas-y, Sylvia, je t'en prie. ouais, moi, je voudrais ajouter aussi que ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre le temps quand on l'a, mais je pense que c'est vraiment important de le prendre, de commencer aussi à rencontrer les gens En qui vrai. sont voilà, en vrai, parce Ouais. que ça permet d'humaniser les choses, ça permet voilà, de rencontrer des magnifiques personnes, d'échanger sur des challenges qui sont voilà, qui se croisent même si on n'a pas tout à fait les mêmes business. Et même au-delà même du business, humainement, ça Mm. fait vraiment du bien de sortir de ce virtuel qui certes est là, et si on le ferait pas voilà, si ça nous amenait pas du business derrière, mais au-delà, vraiment, il y a des magnifiques personnes qu'on a rencontrées cette année, et ça nous a fait vraiment du bien à toutes les deux aussi voilà, de se dire, c'est pas qu'un commentaire sous un post, c'est vraiment euh, voilà, Ouais, une des vrais gens. réciprocité, mais une vraie réciprocité parce qu'on on se connaît, et voilà, on a eu l'occasion de se rencontrer, de partager, et du coup, ça humanise vraiment
la démarche. Alors moi, je suis à 100% là-dessus. Tu vois, hier, il y avait Jean-Pascal Mollet qui est aussi top hein, sur les systèmes de vente et qui est très présent sur Internet et sur LinkedIn en particulier. Jean-Pascal, moi, je l'ai connu par LinkedIn. Et en fait, ben, depuis, ça fait longtemps que je le suis, et que j'ai commenté, qu'il m'a repéré, j'ai suivi une de ses formations, etc. Et puis, on s'est vu, je sais pas, une fois par an, c'est pas non plus tous les 4 matins. Il est à Paris, je suis à Clermont-Ferrand, mais on s'est vu une fois par an, voilà, sur des occasions, sur des salons, on passe du temps ensemble quand on peut. Et des fois, il y a les phénomènes inverses, c'est que par exemple, Sandra, qui est là tout de suite dans la salle, ben, on s'est connus dans la vraie vie, et puis en fait, on continue à suivre sur LinkedIn parce qu'entre-temps, elle a déménagé et qu'elle habite loin de moi, mais on est resté en lien. On s'est revus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs physiquement, puis aujourd'hui, elle est sur ce sommet virtuel, voilà, à nouveau. Et c'est ça qui est génial, c'est justement de pouvoir faire cohabiter du numérique, du digital et du présentiel. Moi, je suis une fan de présentiel, hein, donc là, Et je je suis dirais que convaincue. dans une optique marketing, moi, c'est un des points que je vais aborder ce soir, là et tout, parce que, bon, dans le sommet, on parle énormément de digital, mais d'un point de vue marketing global, le retour aux bonnes vieilles stratégies qui fonctionnaient dans le temps et qui ont donné du résultat. Je sais que je pense que c'est Sébastien qui se foutait de la gueule de ceux. Non, je pense Kevin qui se foutait de la gueule de ceux qui imprimaient encore des cartes d'affaires. Mais la carte d'affaires peut toujours être utile à condition qu'elle ne reste pas dans sa boîte. C'est Donc, ça. il y a plein de vieux trucs comme ça, là, has-been, comme justement tous les trucs en présentiel qui font tellement 2018, là. Mais je veux dire, il n'y a pas que le numérique en tant que tel. Dans un mix marketing intéressant, il y a un petit peu de tout. Et cette connexion, alors bon, on peut aller chercher une connexion, même à distance comme ça, là, en Zoom. Moi, ce que je propose à mes clients, c'est bien souvent un petit Zoom là, pour que justement on puisse échanger directement. Mais il y a quand même une connexion. On n'est pas obligé d'aller prendre forcément un café et puis de ne pas dormir jusqu'à 3 heures du matin parce qu'on a bu 12 cafés dans la journée. Mais revenir à une authenticité et puis tout ça. Parce que sinon, moi, ce que je vois souvent, surtout dans les entreprises digitales, c'est que tu passes tellement de temps dans ton bureau. Ben justement, vous travaillez ensemble. Moi, j'ai la même chose. J'ai ce que j'appelle ma douce moitié corporative qui est de l'autre côté du mur. On est dans un univers clos et tout. Et tout. C'est bien de sortir un petit peu du moule. Là. Ça fait du bien. Là. Et encore, tu as de la chance, vous êtes deux. Moi, j'estime qu'on a de la chance, Sylvia et moi, on est deux, mais il y a plein de solopreneurs, et je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes ici dans la conférence qui sont solopreneurs. La solitude qu'on éprouve à être tout seul, d'où le fait de sortir de ce digital et d'aller parler à des gens, parce que les challenges peuvent être les mêmes, d'où l'intérêt aussi de trouver des personnes qui ont ben, les mêmes défis, le même stade de business que vous. Ça permet d'échanger et d'avoir le point de vue de l'autre, parce que parfois on est le nez dans le guidon, Oui, hein, on voit pas où on va. définitivement. Ça, un point de vue extérieur, c'est une très, très bonne chose. Puis cette interaction humaine est intéressante. Par contre, moi, je dirais le bémol, je mettrais le bémol suivant. Euh, Nous, on est revenu à une structure où on est deux. Mais on a déjà été plus d'une quinzaine dans le bureau et honnêtement, en ce qui me concerne, je veux dire, plus jamais une garderie pareille. Là. Vous savez, donc, je veux dire, je suis content, c'est un plaisir d'être juste deux dans un bureau. On a plein de place. Écoute, on pourrait presque jouer au badminton dans l'entrée. C'est génial, mais il y a différentes choses qui correspondent à différents types d'entrepreneurs. Bon, moi, je suis peut-être plus le style ours dans mon coin, là, mais Mais je comprends parfaitement ce que tu dis, hein. Je crois que Sylvia aussi, nous aussi, on a été beaucoup plus. Aujourd'hui, bon, on travaille toujours avec des freelances avec nous, mais on a préféré rester dans un corps à trois qui nous permet de mieux fonctionner. Maintenant, je crois que ça dépend des personnes, ça dépend des styles d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui oui, sont OK de travailler avec une équipe de 20 personnes. Comme tu dis, moi, je n'ai pas une autorité ferme comme ça sur les gens. J'aime bien que les gens soient autonomes et capables s'auto-gérer finalement. Mais c'est tout à fait lié à qui on est. Et je pense aussi en tant que marketeur, au-delà de l'entrepreneur, que c'est important de comprendre qui on est, même dans le marketing qu'on fait. oui, Si on est dans l'amener un hard seller, ben ok, fais ton marketing avec du hard selling. Moi, je suis pas comme ça. J'aime pas mentir aux gens dans des entretiens de vente. Et c'est ce qui marche finalement. Je me rends compte que c'est ce qui marche. Bah, je vais être authentique et si la personne, je suis pas une solution pour la personne en face, bah, je vais lui dire, je suis pas ta solution. Peut-être que tu dois aller voir oui. là et là et ce sera pas moi. Et finalement,
ça fait que des clients reviennent après. Quand c'est vraiment moi la solution, ils reviennent, quoi. Alors, on a Donc eu autant. hier Jean-Pascal Mollet sur la méthode DISC et on aura cet après-midi Ah, oui. Cécile Flora à 18h30 avec la méthode Ennéagramme. Mais c'est aussi des manières en fait de mieux comprendre son propre comportement et celui des autres et de mieux fonctionner. Ça va être bientôt, je vois Charlie en plus est déjà là et en plus il y avait une petite confusion sur les fuseaux horaires, mais il est là, tout va bien. Euh, Shirley et Sylvia, je ne sais pas si vous y êtes déjà ou pas, mais je vais remettre dans le chat le lien vers la communauté WhatsApp. Si jamais vous avez la possibilité de rejoindre là-bas, de mettre votre présentation, vous pouvez remettre le lien vers vos formations là que vous êtes en train de nous afficher. Je vous mets ça tout de suite dans le chat, le lien vers la communauté WhatsApp. C'est là où vous pouvez retrouver tous les participants et échanger avec eux. D'ailleurs, des participants aussi qui n'y sont pas encore, je vous invite à y aller. Et puis, si vous venez d'arriver et que vous vous dites « Ah mince, ça avait l'air trop bien et j'ai raté ça », on a aussi la possibilité de toujours upgrader, monter en version VIP pour avoir accès aux replays qui seront disponibles à partir de la semaine prochaine, si j'ai bien tout compris. Là, Un peu plus, laisse-moi un petit peu plus de temps, là. Va falloir du délai. Donc, laissez-nous du délai pour le replay. Disons qu'on va éditer le mieux possible chaque vidéo. Donc, cette semaine, évidemment, on est à 100% là, avec vous, là, ici. À partir de la semaine prochaine, là, on commence ça. Donc, il va falloir être un petit peu patient au niveau des replays. mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir voilà, profiter au maximum du live cette semaine parce que c'est là que vous pouvez interagir avec les intervenants et c'est vraiment ça qui est chouette et qui apporte de la valeur. Ensuite, vous avez le groupe WhatsApp pour pouvoir continuer à échanger, poser des questions directes et retrouver les présentations, les infos, les liens des différents intervenants. Et oui, Olivier, bien sûr, c'est pour tout le monde le WhatsApp, hein, c'est pour toute la communauté de ceux qui sont inscrits à un sommet marketing. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes dedans. Donc voilà, allez échanger, poser vos questions, interagir entre vous. C'est votre espace. Mais je dis merci à tout Et, le monde. Je vous ben, Merci souhaite à une toi, merci à super merci vous, à là. Sylvia Ça a aussi. été. Je vous rejoins dès que Merci. c'est possible dans une autre conférence et au suivant, que ça marche super bien. Merci beaucoup, beaucoup, Shirley. Shirley. Et Merci, Sylvia. Sylvia. Merci.